Bonjour, bienvenue à nos visioconférences dans le cadre de la science en construction. Mon nom est professeur Yves Tremblay, je suis professeur de médecine à la Faculté de médecine de l'Université Laval au Québec. Et aujourd'hui, il me fait extrêmement plaisir de vous présenter Monsieur Zachary Liré. Zachary travaille depuis plusieurs années, en fait, plus de 2 décennies pour le CAMES, donc le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, en tant que responsable du Centre d'information et de documentation, ce qu'on appelle le CID, je crois, et chargé du programme d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Monsieur Liré est titulaire d'une maîtrise en sciences de la documentation et de l'information, ainsi que d'un master en application informatique. Et en ce moment, il est chez nous à l'Université Laval, au Québec, où il prépare actuellement un doctorat en communication publique sous la direction du professeur Henri Assogba. Son projet de recherche porte sur la médiation des savoirs locaux dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Afrique francophone subsaharienne. Et aujourd'hui, il va vous parler du cas de l'Université Joseph Zizerbo au Burkina Faso. Avant de lui passer la parole, j'aimerais terminer en disant que entre 2017 et 2019, en collaboration avec le département d'information et de communication de l'Université Laval, M. Liré a participé activement à la création du dépôt institutionnel du CAMES, un outil de diffusion en libre accès aux publications scientifiques en Afrique, ce qu'on appelle le DICAMES. Il est co-auteur de 3 publications scientifiques, le libre accès Vue d'Afrique francophone subsaharienne, publié dans la Revue française des sciences de l'information et de la communication en 2017. Il est aussi Saving No to Ranking and Metrics, Scholarly Communication and Knowledge Democracy, publié dans Socially Responsible Higher Education in 2021. Et Trying to Say No to Ranking and Metrics, Case Studies from Francophone West Africa, South Africa, Latin America and Netherlands, également dans la Socially Responsible Higher Education, aussi en 2021. Il est membre à titre d'étudiant doctorant du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, le CIRAM, à l'Université Laval, ainsi que du groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones, le GRISOF, celui qui l'accueille aujourd'hui. Il est également membre du conseil scientifique du projet Collaboration for Sustainable Open Access Publishing in Africa pour la promotion et l'édition scientifique en libre accès en Afrique. Sans plus tarder, je lui passe la parole et je vous demanderai, s'il vous plaît, de fermer vos micros si vous ne parlez pas. Et lorsque vous voulez parler, levez la main et puis on va vous donner la parole ou laisser un message dans le chat. Il n'y a pas de souci. Zachary, la parole est à vous. Merci. Je suis en train de partager mon écran. Ok. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit mon écran? Oui, c'est parfait, Oui, Zachary. oui, c'est bon, c'est parfait. Et il me reste juste qu'à mettre un mode diaporama et puis on va commencer. Ok, c'est bon. Donc, je voudrais remercier le GRISOF. Merci à Yves pour cette présentation. Euh, Merci au Grisov qui a bien voulu m'inviter, qui me donne l'opportunité aujourd'hui de parler de mon projet de recherche doctorale à l'Université Laval en communication publique. Donc, ce projet que j'ai commencé, disons, en 2019 et qui va probablement s'achever cette année-là, Dieu voulant, et donc qui porte sur la médiation des savoirs locaux dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Afrique francophone subsaharienne. Donc, c'est une étude de cas sur l'Université Joseph Kizerbo. Donc, je dois dire que la thèse est encadrée par une co-direction de Henri Assogba, comme l'a rappelé Yves, et de Madame Isabelle Claire, vice-doyenne de la Faculté de lettres et sciences humaines. Donc, mon propos va s'articuler autour de quelques axes. Donc, je vais vous rappeler la problématique de mon travail, le cadre théorique et conceptuel,
parler de méthodologie, dans quel cadre méthodologique que j'entrevois cette étude-là, et puis la manière dont je vais analyser les données ou dont je suis en train d'analyser les données. Donc, je voudrais simplement rappeler que le sommet de la Terre tenu à Rio, au Brésil, en 1992, a inscrit la question des savoirs locaux à l'agenda international. Donc, bien sûr, tenant compte du potentiel que ces savoirs locaux-là peuvent avoir pour le développement local durable, pour le développement durable du coup. Mais il faut noter aussi qu'il y a une faible vulgarisation de ces connaissances-là, et puis il y a une forme de non-recherche sur ces savoirs qui sont, à mon avis, complémentaires entre le savoir scientifique et les savoirs, avec le savoir scientifique. Donc, cette nécessaire complémentarité, naturellement, interpelle la responsabilité des universités dans leur mission de production, de diffusion de la connaissance, surtout dans un contexte que nous pourrions appeler celui des sociétés de savoir. OK. OK. Donc, au-delà donc, de la simple reconnaissance juridique actée par les conventions internationales concernant, il se pose la question, enfin, je me pose la question de savoir comment les chercheurs africains hein, peuvent-ils contribuer à la légitimation de ces savoirs-là euh, en Afrique. Donc, mon projet de recherche porte donc sur cette médiation des savoirs dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, au niveau de la problématique, je rappelle les défis de la société de savoir au niveau africain. Donc, je rappelle aussi de la nécessaire reconnaissance, la nécessaire reconnaissance des savoirs locaux en Afrique. Donc, et puis les domaines d'intérêt de ces savoirs-là. Donc, et puis, je parle de l'université qui est vraiment un gros acteur là, central dans la légitimation des savoirs, parce que tout le circuit de production de la connaissance, en tout cas moderne, passe par l'université. Et donc, je rappelle aussi la question et mes objectifs de recherche, bien sûr, et puis le domaine de recherche, le domaine de recherche et l'intérêt de cette recherche-là. Donc, OK. Donc, il faut dire que l'Afrique a la réputation d'être un continent de l'avenir, on le dit, ça, on l'entend souvent, mais qui malheureusement se trouve aujourd'hui confronté à de nombreux défis, hein, les défis au niveau sécuritaire, par exemple, si je prends la région de l'Afrique, enfin la région du Sahel, et parmi ces défis, il y a naturellement ceux de l'exigence de la société de savoir en termes de participation, en termes d'apprentissage, mais aussi en termes de diversité et d'éthique. Donc, en fait, pour l'Afrique ou pour la société africaine, choisir entre une société technologique et une société qui respecte la diversité, cela semble constituer l'enjeu central de la société de savoir pour le continent africain aujourd'hui. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Alain Kindou. Donc, la société de savoir repose donc sur des valeurs d'intégration, de solidarité, mais également de participation. Et donc, les savoirs locaux apparaissent à cet égard-là comme une précieuse ressource pouvant contribuer à améliorer l'efficience, l'efficacité et la durabilité du processus de développement. C'est peut-être utile de rappeler ces concepts essentiels de la société de l'information, la société de savoir, société du savoir ou des savoirs, selon la perspective dans quelle perspective on se situe. Donc, il faut simplement dire que la société de l'information se caractérise notamment par un développement fulgurant des moyens technologiques de production, de transmission de l'information. Donc, une société comparée par certains à un village global ou un village planétaire. Donc, la société du savoir est fondée sur la pénétration du savoir scientifique dans toutes les sphères de la vie. Donc, comme le rappellent Ster, Ducker et Mansell de Montalvo, donc, cette société a été popularisée par ces personnages-là, ces chercheurs-là. Et donc, dans la perspective de l'UNESCO, la société des savoirs prend en compte la diversité. Donc, excusez-moi. Parce qu'on a plutôt parlé de savoir au singulier ou de savoir. Et donc, je pense que la société de savoir, quand on parle de société de savoir, on tient beaucoup plus compte de la pluralité et de la diversité
des savoirs qui sont produits dans toutes les sociétés. Et donc, c'est un peu la perspective de l'UNESCO. Et donc, je disais tantôt, les défis que pose cette société de savoir, là, c'est les défis qui sont liés à l'apprentissage et à l'innovation. Donc, la mauvaise distribution des compétences et des infrastructures, donc on parle de fractures numériques, de fractures scientifiques, etc. Le défi de la participation qui est lié à la capacité de production des acteurs des sociétés, des acteurs sociaux plutôt, et puis le défi éthique qui implique, bien sûr, la prise en compte de la dignité humaine, la préservation de l'environnement, et de l'avenir des générations futures. Donc, il y a également la question de la diversité qui est essentielle, diversité des savoirs, diversité linguistique. Donc, ça, c'est quand même des défis qu'il est important de rappeler. Donc, il faut dire, pour ce qui concerne les savoirs locaux en particulier, jusque dans les années 80, les savoirs locaux étaient perçus comme des obstacles au développement. Ça, c'est bon, parce qu'il y avait un certain nombre de stéréotypes autour de ces connaissances-là. Donc, la donne a légèrement changé avec l'adoption des conventions internationales. Je parle tantôt de la Convention de Stockholm, de Rio, et notamment l'article 8 de la Convention de Rio qui appelle sans ambiguïté donc, au respect. Il appelle et donc exige aussi le respect à la préservation, au maintien des connaissances, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales, donc qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Alors, donc, les savoirs locaux deviennent donc une préoccupation, non seulement à l'échelle mondiale, mais un objet de recherche quasi systématique, donc un enjeu central, comme le rappelle Verdeux et Moiseau. Donc, les anthropologues et autres africanistes en font leur objet d'investigation par un travail de description et d'analyse. Donc, leurs recherches mettent en lumière surtout le regain d'intérêt pour les savoirs locaux, tout en insistant sur la promotion de nouveaux cadres d'analyse, donc l'histoire des relations coloniales entre l'Afrique, les rapports au travail dans les sociétés africaines, les relations entre sciences et savoir profane et les enjeux éthiques de ces dernières. Alors, quels sont les domaines d'intérêt des savoirs locaux en Afrique? Donc, la littérature m'a permis de recenser plusieurs domaines. La santé, donc le domaine de la santé. On note par exemple que plus de 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle. Donc, ça, c'est des informations qui émanent de l'OMS. Donc, des organismes sous-régionaux comme l'OAS, le CAMES ont développé aussi des programmes de recherche dans ce domaine-là pour donc permettre de prendre en charge ces savoirs locaux et les intégrer dans les circuits de la connaissance. Il y a aussi l'agronomie, hein, qui est un domaine essentiel dans lequel on parle aussi des savoirs locaux. Il y a l'environnement, l'éducation et les sciences sociales, bien sûr, pour parler, par exemple, il faut rappeler, par exemple, la justice transitionnelle, qui est quand même un processus, qui est une justice qui peut pallier aux insuffisances de la justice moderne telle que nous la pratiquons de nos jours. Donc, l'université apparaît, donc, comme je l'ai dit tantôt, comme une institution majeure. Quand on parle de production et de circulation des savoirs, c'est une institution majeure, en ce sens, dans le sens que c'est un dispositif qui permet donc de légitimer ces savoirs-là par un processus de médiation, j'appelle ça médiation, donc de traduction, afin de favoriser leur intégration dans le corpus scientifique et technologique. Alors, le processus de production, de transmission ou d'apprentissage de ces connaissances sont encore peu documentés, c'est vrai. On a beaucoup produit sur les savoirs locaux, enfin les anthropologues ou beaucoup d'autres spécialistes, on parle de savoirs locaux, mais leurs processus de production et de transmission sont encore peu documentés. Les formes de reconnaissance qui mobilisent les différentes théories de reconnaissance, par exemple celle de Paul Ricoeur, d'Axel Honneth ou Nancy Fraser, présentent un intérêt heuristique pour l'étude des savoirs locaux, donc articulés aux acteurs, à leurs pratiques dans un contexte donné. Donc, il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à penser ou à étudier la question des savoirs locaux. Les recherches actuelles sur les savoirs locaux tendent à questionner la fabrication, la circulation et l'appropriation du savoir dans un monde globalisé, mais hétérogène.
ainsi que la contribution respective des scientifiques des différents pays, des acteurs du développement, au nord comme au sud, des dix savoirs locaux dans la production de la connaissance. Alors, donc, après avoir posé cette problématique-là, la question que je pose, à laquelle j'essaie de répondre, c'est comment les chercheurs, puisqu'il s'agit d'une étude de cas, comment les chercheurs de l'Université Joseph Kizerbo rendent-ils compte des savoirs locaux dans leur production scientifique et dans quelle perspective épistémologique ils inscrivent ce processus de médiation universitaire. Donc, est-ce que cette perspective-là, c'est une perspective européocentrée ou une perspective ouverte euh, aux différentes formes de savoir ou aux différents systèmes de connaissances? Donc, mon objectif principal, c'est d'abord c'est de cerner les facteurs qui influencent le processus de médiation des savoirs locaux en recherche universitaire. Donc, j'ai quatre sous-objectifs qui sont en réalité des propositions de recherche. Donc, il s'agit de comprendre l'écosystème de la recherche à l'Université Joseph Kizerbo, comprendre la démarche d'appropriation des savoirs locaux par les acteurs universitaires, comment ils font, quelles sont les pratiques qu'ils mettent en place, comprendre leur système de représentation en tant que facteur d'influence de leurs attitudes face aux savoirs locaux paysans, et puis finalement comprendre les tensions ou les hégémonies épistémologiques à l'œuvre dans le processus de production des connaissances à l'Université Joseph Kizerbo. Donc, je voudrais juste rappeler que la question de l'étude des, enfin, dans mon cas, les savoirs locaux, l'étude de ces savoirs locaux là, se rattache à un grand domaine, le domaine de la circulation des savoirs, en lien avec la communication publique. Et donc, euh, la circulation des savoirs, donc, euh, relève de l'anthropologie des savoirs. Donc, l'anthropologie des savoirs se situe dans le sillage des travaux menés dans les années 80 par le professeur Gérard Losfeld de l'Université de Lille. Donc, l'anthropologie des savoirs a pour ambition donc de comprendre comment dans un contexte social déterminé se construisent et se transmettent des savoirs, comment ils sont appropriés par les individus, sinon génétiquement du moins socialement déterminés, comment le support de création et de transmission de ces savoirs-là crée les caractéristiques propres à ce savoir. La circulation des savoirs, il faut dire que ça s'envisage dans plusieurs perspectives, sous plusieurs perspectives, hein. Il y a la perspective historiographique, la perspective de l'interdisciplinarité, il y a aussi les études décoloniales, hein, et il y a aussi la perspective de la justice cognitive. Donc, on relève aussi la perspective de la science ouverte. Et donc, il y a des approches de recherche participative et collaborative, et puis des approches liées à la reconnaissance, donc, comme je l'ai dit plus haut. Donc, l'intérêt de ma recherche, donc, c'est de contribuer à une meilleure compréhension de la construction des enjeux sociaux, notamment ceux relatifs à la création et la transmission de savoir, toutes choses qui renforcent bien sûr les champs de recherche en communication publique. Et donc, il s'agit aussi pour moi de renforcer un peu la valeur heuristique des théories sur la reconnaissance en mettant en exergue la dimension scientifique de la légitimation par les acteurs de la communauté universitaire et de recherche. Et puis finalement, contribuer au débat actuel sur l'apport des savoirs locaux au développement durable ou au développement local durable. Euh, Au niveau du cadre conceptuel et cadre théorique et conceptuel, donc, mon cadre conceptuel s'inscrit bien sûr dans une perspective critique en communication publique, donc de l'école de Francfort. Donc, je mobilise deux concepts centraux, donc celui de la médiation et puis la médiation, bien sûr, j'en ai oublié un ici, c'est le concept de l'acteur réseau ou de la sociologie de la sociologie de la traduction, c'est ça, de Bruno Latour. Et puis, en plus de ça, pour rendre compte de la dimension africaine de ma recherche, je prends en compte aussi certains concepts comme l'écologie des savoirs de Santos et puis la ville, le concept de justice cognitive de Florence Piron, le concept d'endogénéité de professeur Kizerbo et de Paulin Otongi, la question ou le concept de l'extraversion scientifique, toujours de Paulin Otongi, et puis la question de l'orature, hein, c'est un concept qui a été forgé par
le professeur Diagne du Sénégal en 2025, 2005 plutôt. J'aimerais quand même rappeler une définition opérationnelle des savoirs locaux. Donc, ce sont des connaissances pratiques, ce sont des connaissances théoriques, ce sont des connaissances symboliques aussi, mais non scientifiques, naturellement, et qui sont acquises par les populations autochtones ou traditionnelles, donc issues de stratégies de résilience face à des défis liés à l'environnement, à l'agriculture, la santé, l'organisation sociale est transmise de génération en génération par la tradition orale en particulier. La médiation est un processus dynamique de mise en relation entre différentes entités, donc que ce soit des acteurs, des actrices, des actants, comme l'appelle Bruno Latour, qui interagissent entre eux, entre elles, dans un espace socialement donné autour d'un phénomène, d'un fait ou d'un objet scientifique. Cette mise en relation pouvant donc conduire à la transformation de ces entités. Il faut dire que le concept de médiation comporte trois dimensions qui sont intéressantes pour mon étude. Une dimension langagière, une dimension logistique, une dimension symbolique, donc qui peut renvoyer par exemple à au système à l'étude des systèmes de représentation des chercheurs, donc leurs croyances, leurs attitudes et leurs stéréotypes. La médiation des savoirs, pour être plus précis, c'est l'ensemble des processus médiatiques et interactionnels qui concourent à la construction, au partage, à la diffusion, voire à la confrontation des connaissances socialement institutionnalisées. Il faut dire que le concept de médiation, enfin, n'est rien d'autre. La médiation n'est rien d'autre en fait qu'un ensemble de traductions, de construction de la réalité à travers les déplacements de catégories et d'interprétations et de significations. Donc, d'où, comprenez maintenant l'importance pour moi de recourir au concept de traduction, de la sociologie de traduction, donc pour analyser le phénomène des savoirs locaux, de leur médiation en particulier. Donc, la sociologie de la traduction ou celle de l'acteur réseau, c'est un concept ou une théorie qui vise à une analyse fine du travail scientifique, de mise en évidence de l'hétérogénéité des ressources qu'il manipule et associe, la reconstruction des mécanismes par lesquels il étend le domaine de pertinence d'un savoir localisé jusqu'à lui faire atteindre le statut de la vérité universelle et intemporelle. Donc, ça, c'est ce que nous rappellent Autriche, Calon et Latour. Pour parler des représentations, il faut dire que ça, les représentations renvoient à des opinions, à des stéréotypes, aux attitudes partagées par les membres d'un groupe social homogène à propos d'un objet donné. Donc, ça, c'est ce que nous dit Moscovici aussi. Et la théorie, ce qui nous intéresse en particulier au niveau de la représentation, c'est la théorie du noyau central de Jodelet, de par sa fonction structurante qui pourrait aider à mieux cerner le système de représentation des chercheurs. Donc, on ne parle pas de représentation en général, mais on parle d'un noyau dur qui pourrait euh, conditionner toutes les autres, tous les autres éléments du système de représentation. Par exemple, il y a un élément important ici que nous a appelé Markella. En Afrique, en général, on dit les générations entières ont grandi en intériorisant cet a priori depuis la famille, l'école, l'université, la science et le monopole ou l'attribut de l'Occident. Cette représentation de la science s'inscrit dans des dynamiques ou de l'imaginaire à travers la prétention des croyances auxquelles résistent peu de penseurs, d'historiens des sciences ou d'auteurs de manuels destinés à l'enseignement dans les pays euh, euro-américains. Donc, c'est juste une idée. Donc, c'est pour dire qu'en fait, les chercheurs ont été formatés d'une certaine façon. On a une certaine façon de concevoir la société qui fait que euh, on peut construire tout un discours ou toute une façon d'être à travers cette conception qui nous a été peut-être léguée par l'école ou par d'autres structures, par l'éducation. Donc, j'ai rappelé les concepts de justice cognitive. En fait, justice cognitive dans le sens où
on pense que les savoirs doivent être diffusés, que ce soit des savoirs locaux ou des savoirs scientifiques, doivent être diffusés au même titre, connus et publicisés largement. Donc, l'écologie des savoirs, donc dans la dynamique d'hybridation ou de dialogue des savoirs, si vous voulez. Et puis, l'extraversion scientifique est un phénomène qui qui fait que le chercheur est amené, par exemple, à produire de la connaissance de façon extravertie, dans le sens où ses intérêts de recherche, ses objets de recherche sont tournés vers l'extérieur et non vers des besoins endogènes, en raison peut-être de certains financements ou d'autres facteurs que, qui l'amènent à à agir de la sorte. Donc, le concept d'endogénéité est important. Est-ce que ce que le chercheur fait, est-ce que il est vraiment, ça va des besoins de la société, ça part de là, ou bien c'est simplement, comme je l'ai dit, une démarche extravertie qui travaille pour l'extérieur. Donc, la question de la rationalité orale aussi, donc, je l'ai rappelé tantôt, donc, qui fait que les connaissances africaines, ou les connaissances plutôt locales ou endogènes sont plutôt basées sur euh, un dispositif oral. Donc, j'ai essayé de faire un lien avec enfin, l'utilité des différents concepts. Il y a beaucoup de concepts, mais les concepts centraux, c'est vraiment la médiation, la théorie de l'acteur-réseau. Donc, ça va, par exemple, la théorie de l'acteur-réseau permet d'identifier les différents acteurs et leurs rôles, de décrire les pratiques des chercheurs, de décrire les dispositifs universitaires de médiation, de cartographier des réseaux et des connexions qui façonnent cette médiation autour des savoirs locaux. Donc, tout cela tient vraiment ensemble pour permettre de comprendre, de mieux comprendre la dynamique de médiation des savoirs locaux au niveau de l'université. Donc, voilà un peu schématiser un peu le processus de médiation. Donc, on part de la société, enfin, des savants locaux, de la communauté de base pour collecter des données et ou des savoirs locaux qui doivent transiter par un dispositif de traduction ou de filtrage, si vous voulez, et basé sur des normes, quelquefois des normes, basé sur un système normatif de la science. Et puis finalement, on aboutit à des savoirs élaborés, des savoirs scientifiques. Donc, comment dans ce processus-là, les savoirs locaux se vivent à à ce dispositif. Donc, c'est vraiment l'idée de ma recherche. Donc, voir un peu, au final, quels sont, est-ce que les savoirs locaux se vivent à ce dispositif-là? Est-ce que on tient vraiment compte de ces savoirs dans le processus de production? Donc, on va du local à l'universel. Le dispositif, il est bien encadré. Vous avez des chercheurs africains, ils ont des objets de recherche. Il y a l'institution de recherche qui est là. Il y a des normes qui définissent, qui réglementent le dispositif de recherche. Et donc, c'est comme une sorte de dialogue entre deux entités, là, mais qui est arbitré par le dispositif universitaire. Donc, c'est un peu comme ça façon schématisée, donc dans une ambiance, une culture fortement teintée de l'Occident. Donc, parce que beaucoup de nos valeurs, notre système éducatif et beaucoup de choses sont tournées vers l'Occident. Donc, on a certainement beaucoup de difficultés aussi à, à nous départir de ces choses-là parce que, en réalité, tout vient de là. Donc, je ne remets pas en cause le caractère universel de la science ou l'interpénétration, mais c'est juste que c'est une dialectique qui me permet d'analyser un peu euh, la médiation ou la circulation des savoirs. En termes de méthodologie, donc, je dois rappeler déjà la posture que j'adopte hein, en tant que constructiviste. Donc, qui me permet de mettre l'accent sur l'activité du sujet pour appréhender les phénomènes, la compréhension. Donc, c'est d'abord donc à partir de la représentation que le sujet a déjà. Donc, la question de la représentation est relative à la façon dont l'esprit perçoit, identifie et classe des informations qui lui parviennent. Donc, c'est une posture qui ben, euh, on n'est pas forcément dans un système de reproduction, je veux dire, mais on essaie de comprendre les phénomènes. Donc, et le sujet est vraiment
fait partie de la construction de ce savoir-là. Et cela m'a amené à adopter une méthode mixte, bien sûr à dominante qualitative, parce que je l'ai fait parce que je me suis rendu compte qu'il devait analyser beaucoup de données, parce que j'ai quand même un corpus qui comprend 1009 articles scientifiques que j'ai collectés. Et puis, j'ai aussi des données, plutôt j'ai collecté des données de 16 entrevues au CNDG. Donc la partie quantitative concerne les données des publications que j'ai collectées, et puis la partie qualitative concerne donc les, les, euh, les données d'entrevue. Alors, qu'est-ce que la méthode mix ou la méthode, l'approche mix? Donc, elle consiste à collecter et analyser à la fois des données qualitatives et quantitatives en réponse à des questions de recherche ou à des hypothèses ou objectifs. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas être trop focus sur la posture, mais de se dire euh, comment j'aborde ma question de recherche, comment je réponds à ma question de recherche. Donc, c'est ça l'idée de Crosswell et de Plano. Donc, intégrer, mixer ou combiner à différents degrés les différentes formes de données et leurs résultats. Et puis, finalement, en adoptant cette approche-là, à la fin, on peut faire une sorte de triangulation des données pour être sûr qu'on arrive à des résultats qui sont plus ou moins probants, plus ou moins concluants. Et bien sûr qu'il y a toujours une forme de subjectivité, mais on essaie de faire en sorte que les données soient quand même, que les résultats auxquels on aboutit soient vraiment des résultats solides. Une étude de cas, pourquoi? Parce que c'est une approche qui est cohérente aussi hein, avec la posture que j'adopte, une étude de cas, donc qui me permet d'étudier en profondeur un phénomène à partir d'un groupe social, d'une communauté, d'une organisation donnée. Donc ici, en l'occurrence, c'est les chercheurs de l'Université Laval, mais particulièrement les chercheurs de l'UFR SVT, l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la Terre. Donc, ça, c'est les données sur l'université Joseph Kizerbo. Il y a une université quand même, la toute première du Burkina qui a été créée en 1974, et puis avec plus de 50 000 étudiants, et puis 1160 enseignants-chercheurs, etc. Donc, c'est des données qui viennent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis l'UFR SVT, qui est vraiment mon focus là. Donc, cette UFR, il y a 104 enseignants-chercheurs, donc 29 professeurs titulaires, 40 maîtres de conférence, 21 maîtres assistants et 14 assistants. Donc, 2000 étudiants et puis des infrastructures de recherche avec un partenariat plus ou moins appuyé avec l'Université de Gao et puis le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Donc, dans ma méthodologie, ici à l'Université Laval, donc, le projet doit être validé par un comité de thèse. Donc, il y a deux examens déjà, hein. L'examen doctoral, l'examen de synthèse hein, qui porte sur la discipline, en fait, les différents concepts, et puis l'examen de projet de recherche euh, qui vous permet de faire valider le projet par le comité de thèse. Donc, il y a ensuite l'approbation du comité d'éthique de l'université pour que, dans la mesure où vous faites des recherches en lien avec des acteurs humains, donc vous êtes obligé de passer par cette case-là. Et puis finalement, la collecte des données, l'analyse et la rédaction. Donc, je l'ai dit plus haut, je dis que mon corpus comprenait deux ensembles. Donc, il y a 1009 articles scientifiques collectés à partir des archives de CAMES, donc provenant de 73 enseignants-chercheurs, parce que j'ai voulu prendre c'est la quasi-totalité des enseignants-chercheurs, mais c'est une période donnée, je crois, c'est de 1993 à 2023, donc un échantillon de 100, donc c'est plus ou moins la quasi-totalité. Donc, et puis, ces publications ont été faites dans 112 revues, donc africaines et internationales. Donc, je vais faire le décompte après, c'est pas encore totalement fini, donc je n'ai pas encore fini l'analyse. Et puis, j'ai fait 16 entrevues semi-dirigées, donc avec auprès de 4 professeurs titulaires de la faculté ou de l'UFR, donc y compris le vice-président de l'université, parce que lui, il fait partie de cette faculté, mais il est aussi vice-président, donc
m'a permis aussi d'avoir une compréhension de ce qui se passe au niveau stratégique de l'université en matière de recherche. Et puis, 4 maîtres de conférence, 4 maîtres assistants et puis 4 assistants. Donc, alors, de façon concrète, je procède à une analyse bibliométrique à l'aide d'un logiciel qui s'appelle VozViewer, donc afin de construire et de visualiser des réseaux bibliométriques incluant les revues, les chercheurs, les publications individuelles. Et donc, ça me permet aussi d'explorer les textes pour construire et visualiser des réseaux de co-occurrence, des termes importants extraits d'un corpus de littérature scientifique. Donc, ça, c'est la partie quantitative de ma recherche. Et puis, au niveau de la partie quali, donc c'est l'analyse de contenu des 12 entrevues, données d'entrevues, à l'aide de NVivo, qui est un logiciel d'analyse qualitative. Et cela me permet de comprendre la perception ou les perceptions des chercheurs, leurs pratiques, et puis les différents réseaux qui se mettent en place, voilà, à partir des savoirs locaux. Et puis une analyse documentaire aussi, hein, pour comprendre les stratégies ou pour les analyser, les stratégies et les orientations de la recherche au niveau de l'université afin de dresser une vraie cartographie de cette recherche. Donc, voilà, j'ai pas encore je suis encore en train de traiter mes données, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, sur les 1000 publications, par exemple, 1009 publications que j'ai collectées, euh, 40, c'est 47%, je pense que voilà, c'est 47% là, 47% plutôt de ces revues-là traitent de ces articles plutôt ont un lien avec les savoirs locaux. Donc, c'est quand même important. Et ça m'a même surpris. Je ne pensais pas il y en avait autant, là, mais c'est presque la moitié des, hum, des publications qui parlent de savoirs locaux. Donc, c'est quand même important. Euh, et puis, la répartition des disciplines, enfin des sujets, parce que dans la revue de littérature, j'avais vu que les savoirs, les domaines d'intérêt des savoirs locaux, c'est l'écologie, l'agronomie, la médecine. Donc, j'ai essayé aussi de faire une répartition de ces savoirs-là, de ces publications par domaine d'intérêt. Donc, ça donne ceci. Donc, c'est encore à finaliser. Mais c'est vrai qu'il y a la zoologie qui apparaît. Et puis, sinon, grosso modo, les domaines qui avaient été identifiés lors de la revue de littérature apparaissent dans en tout cas, plus ou moins dans cette répartition. Donc, ce sont quelques. Puis, bon, donc voilà, je pense que j'arrive à la fin de ma communication. J'espère n'avoir pas été très long. J'espère aussi avoir fait passer le message, hein. Donc, et puis je voudrais me prêter volontiers à vos questions qui pourraient enrichir aussi ce projet, pourquoi pas, et puis m'aider à le mener à bon terme. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Zachary pour cet exposé très clair. J'ai beaucoup apprécié. J'ai quelques commentaires, mais je vais laisser la parole. Donc, peut-être je vais passer la parole à Étienne. Et parmi les gens, je vois qu'il y a une main levée. Monsieur Kandala, ouvrez votre micro et posez votre question. Bon, dans un premier temps, je voudrais remercier le récipiendaire pour sa présentation claire et nette. Et en tout cas, toutes les étapes de la science ont été respectées. Et personnellement, j'ai apprécié la méthodologie qu'il a utilisée, la méthode mixte, combinant la partie qualitative et la partie quantitative. Et je me rappelle en cela d'une recherche que nous venons de réaliser ici avec un doctorant, laquelle est déjà à la fin, et je me retrouve. Mais ma préoccupation ici, c'est celle de savoir sur les 1009 articles qu'il a sélectionnés, quelle est la méthode qu'il a utilisée pour faire cette sélection. Et des deux, les 73 enseignants qui ont été retenus dans cette étude, comment également les a-t-il sélectionnés?
En ce qui concerne la partie qualitative, il a utilisé des entrevues, des entretiens semi-dirigés, c'est très bien, mais je me demande, est-ce qu'il n'a pas fallu qu'il recourt un peu au focus group dans la mesure où il y a beaucoup d'enseignants, peut-être qu'autour d'une table, au cours de cette entrevue du focus group ou du groupe focalisé, il peut encore davantage obtenir des informations à partir de son guide d'entretien qu'il devrait utiliser dans ce focus group. Il a utilisé 16 entretiens semi-dirigés, peut-être avec le focus group, quelque chose comme s'il pouvait prendre la moitié, c'est-à-dire 8 focus group, avec, cela dépend de lui, un nombre peut-être de 8 à 10 sujets autour d'une table, il peut encore avoir davantage d'informations. Et je suis également ravi pour la méthode d'analyse des données ou les méthodes d'analyse des données qu'il a utilisées, soit pour la partie quantitative ou pour la partie qualitative. En tout cas, le récipiendaire a tous mes encouragements. Il est vraiment sur la voie et je sais qu'il verra le bout du tunnel. Voici mes petites préoccupations. Merci. Ok. Si vous permettez, je réponds au fur et à mesure, monsieur Yves. Oui, ce serait Oui, cool. oui, oui, tout à fait. Tu réponds au fur et à mesure et après ça, ça sera au tour à monsieur Dominique Enleka. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci pour ce candidat. Merci pour les avis qui sont très pertinents. Je vais répondre à vos questions. Comment je suis arrivé à 1009 articles? Pourquoi 73? D'où vient le nombre de 73 enseignants, chercheurs et tout ça? OK. Donc, en fait, quand j'ai voulu commencer l'étude, j'ai voulu travailler sur cette question-là, j'ai voulu faire j'ai voulu sélectionner, c'est-à-dire j'ai voulu faire euh, comment on appelle, faire un échantillonnage. Et puis j'ai eu beaucoup de misère à le faire parce que j'ai dit, mais je n'arrive pas. Et finalement, l'idée que j'ai eue, c'est que je suis allé au niveau des archives du CAMES. Donc, j'ai pris, et j'ai d'abord vérifié le nombre d'enseignants. En fait, j'ai pris des informations sur le nombre d'enseignants qu'il y avait à l'université, enfin, à la faculté, tout ça. Ils sont autour de 104 au niveau de la faculté. Et donc, quand je vais au niveau du CAMES, parce que c'est une instance d'évaluation, donc je vais dans les archives. Bon, je vois que pour une promotion de données, enfin, comment on appelle, je vois que pour la promotion de leur grade, j'ai la liste, quasiment la liste des 73, enfin, sur les 104, j'ai 73 enseignants de la faculté qui sont fichés au niveau du CAMES. Et puis, bon, avec leur publication, j'ai dit, OK, ben, au lieu de faire un tri, parce que je préfère ratisser large pour avoir au moins une idée de ce qui s'est fait, ce qu'ils ont fait dans leur production en lien avec les savoirs locaux. J'ai vu que c'était relativement plus facile, donc je suis allé dans ma base Zotero, j'ai enregistré toutes les publications, et puis après, j'ai sorti un fichier Excel, et j'ai vérifié les publications, je suis allé parcourir un peu pour voir qui parle de savoirs locaux ou pas. Et donc, j'en suis arrivé. Bien sûr, en enlevant le doublon, ça devait être même plus que ça, mais puisqu'il y a les chercheurs, ils publient, ils co-publient, il y en a qui publient à 3, 4, à 5. Donc, quand j'ai fait le point, en enlevant tous les doublons, je me suis retrouvé avec 1009 articles. Donc, qui représentent quasiment les travaux, les travaux de l'ensemble des chercheurs de l'UFR. Donc, j'ai dit, dans ce cas-là, je vais aller je vais garder ce cap-là parce que même en faisant des échantillons, peut-être que je pourrais tomber à côté, mais là, je peux le faire. C'est pas le domaine de l'impossible. Donc, je vais me contenter. Je vais prendre l'ensemble des publications. C'est vrai que ça ne couvre pas les 104 enseignants-chercheurs, mais 73 sur 104, c'est quasiment c'est l'ensemble des enseignants de l'UFR. Donc, c'est sur cette base-là que
j'ai opté pour les 109 articles, donc je m'en suis tenu là. En sachant qu'après, au niveau des entrevues, je vais aller en profondeur, c'est-à-dire ça me permet de... Parce que tous ceux que j'ai interviewés sont des gens qui ont travaillé plus ou moins sur les savoirs locaux. Donc, et donc, ça, en faisant des entrevues, en prenant... au départ, je voulais faire 10 entrevues, mais je me suis donné comme objectif bon, de voir si je pouvais... Enfin, un objectif de saturation. Donc, j'ai commencé à faire mes entrevues, et puis... à un moment donné, effectivement, je me suis rendu compte que ben, c'était les mêmes affaires qui revenaient. Donc, finalement, j'ai dit, OK, je me suis arrêté à 16 parce que j'avais déjà l'information que je recherchais. Donc, bien sûr, j'ai pris le soin d'interviewer à la fois les maîtres les professeurs titulaires qui ont plus d'expérience, qui encadrent beaucoup, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et puis les assistants qui sont à la base, qui commencent le travail. Donc, c'est comme ça que j'ai fait Au départ, c'était vraiment, je voulais faire 10 entrevues. Et puis, finalement, ça arrivé jusqu'à 16 parce que j'ai voulu continuer pour m'assurer que je peux avoir l'essentiel des perceptions des chercheurs par rapport aux pratiques enfin, à leurs pratiques en lien avec les savoirs locaux. Bien sûr que j'aurais pu faire des focus group, mais j'ai fait le choix des entrevues individuelles. C'est un choix qui est peut-être discutable, mais je pense qu'il me permet aussi d'arriver au même résultat. Et dans la mesure que dans la mesure où, plutôt, hein, mon objectif, c'est d'arriver à la fin, comme je l'ai dit, à une sorte de triangulation des données. Parce que je vais aller voir des traces, par exemple, des savoirs locaux au niveau des articles. Je vais analyser, par exemple, les revues. Par exemple, je vais voir la répartition géographique, par exemple, des revues. Est-ce que c'est des revues africaines? Est-ce que c'est des revues internationales? Est-ce que c'est des revues locales et tout ça? Tous ces éléments-là vont me permettre de mieux comprendre les trajectoires des publications, enfin des travaux des chercheurs. Donc, je pense qu'en faisant une sorte de triangulation des données à la fin, je peux plus ou moins être proche ou très proche de la réalité à ce qui concerne les savoirs locaux. Donc, voilà un peu ce qui a expliqué ma démarche. Donc, il y a seulement des choses à améliorer, mais je pense que c'est cette démarche-là que j'ai adoptée pour arriver à analyser ou à traiter mes données. Peut-être juste un commentaire avant de passer la parole à Monsieur Oui, oui, Effectivement, vos recherches par entrevue individuelle vont donner le même résultat du focus group à condition que vos entrevues durent à peu près le même temps. Parce que sur le focus group, en principe, vous devriez monitorer le temps de parole de chacun, enregistrer et monitorer. Alors que là, comme vous êtes en communication individuelle, ben, naturellement, ça serait bien que chaque entrevue dure à peu près le même temps. Ben, peut-être que je me trompe, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ma oui, connaissance. c'est des entrevues d'une heure, une heure, rarement 1 heure et demie, mais c'est vraiment maximum 1 heure et demie, pas plus. C'est bien. Voilà. Monsieur Nkela, Nleka, je m'excuse. Ouvrez votre micro. Oui, 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 merci. J'ai ouvert le micro. Je suis en train de suivre sur mon téléphone. Si l'orateur peut afficher l'intitulé de sa communication, parce que je voudrais intervenir justement sur la formulation. S'il peut afficher ça, l'intitulé, le sujet. D'abord, je tiens à me présenter. Je suis chercheur, je suis directeur de recherche dans une société savante du numérique, Digital Panel, et puis chercheur au Centre de recherche en sciences humaines. Je suis transdisciplinaire. OK. Alors, je dirige le département recherche, développement et innovation. OK. Alors, je voulais juste féliciter l'intervenant et bienvenue à tout dit. Félicitations pour l'originalité du travail. Mais quand j'ai suivi, quand je vois l'intitulé de votre sujet, les mots-clés, c'est les savoirs locaux. Je voudrais d'abord savoir, je suis un peu arrimé là, vous entendez ma voix, OK. c'est pour cela que je ne suis pas au bureau. Alors, quand je vois les savoirs locaux, les mots-clés, les savoirs locaux, je voudrais que tu établisses un peu la différence entre les savoirs locaux et les savoirs autochtones. Parce que c'est aussi un concept, en voyant la définition que vous donnez aux savoirs locaux, vous savez que
parce que vous êtes en Afrique, c'est l'oralité qui prime sur l'écrit. Et vous savez que les connaissances se transmettent de génération en génération par la tradition orale. Alors, je voudrais d'abord que tu précises un peu la nuance entre les savoirs locaux et les savoirs autochtones. Et ça, c'est une des préoccupations. Vous pouvez ne pas répondre, mais quand je vois maintenant votre question de recherche, et c'est ce qui me pousse aussi, par rapport à la formulation de votre sujet, vous parlez de médiation des savoirs locaux dans les d'enseignement supérieur. Mais dans la méthodologie, vous parlez de l'étude des cas. Ici, c'est le cas de l'université. Pourquoi pas? C'est ce que je propose. Parler, par exemple, de la médiation des savoirs locaux à l'université Joseph Kizerbo en Afrique subsaharienne. Parce que la méthode, vous parlez déjà de l'étude des cas. Et pourquoi j'ai fait cette proposition? J'étais dans un colloque à Dakar sur la science ouverte et il y a eu un intervenant qui venait de Kodata qui parlait que la production scientifique mondiale, l'Afrique présente 1% de la production scientifique mondiale. Alors, si nous prenons ces 1%-là, et les savoirs locaux peuvent représenter quel taux, par exemple? Alors, c'est là où je voudrais, parce que d'abord, c'est difficile sur le plan de la production des connaissances, comme c'est de l'oralité, et l'oralité qui prime sur l'écrit. Ce sont des aspects qui, pour moi, vous pouvez peut-être arriver à répondre à toutes ces questions-là qui se posent pour les savoirs locaux en Afrique subsaharienne. Et comme vous savez que les réalités ne sont pas les mêmes par rapport à la production de savoir, vous pouvez voir même les statistiques. Et quand vous prenez l'Afrique d'une manière générale, l'Afrique centrale, de l'Ouest, il y a des statistiques qui montrent que la production des statistiques montre qu'il y a une divergence. Donc, c'est ce que je voudrais vous proposer, si vous pouvez contextualiser votre étude dans le cadre de l'université Kizerbo et vous pouvez extrapoler. Ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Je crois que c'est l'essentiel pour moi. Mais sinon, votre étude soulève beaucoup de questions. S'il faut maintenant relier maintenant la production des savoirs locaux par rapport à l'innovation, comment faire en sorte que les savoirs locaux puissent être une réponse aux problèmes que nous avons en Afrique, et pour un peu, parce qu'il y a le problème de toujours prendre les savoirs scientifiques, et on a difficile à résoudre les problèmes que nous avons. Un cas de figure, j'étais au Sénégal, et donc dans un colloque à Cotonou, où il y a eu les scientifiques qui sont allés dans les villages par rapport au changement climatique. Ils ont trouvé que les villageois, il y avait le problème de sécheresse, la production avait beaucoup baissé, et compte tenu de leur expérience, ils ont initié leur propre démarche pour arriver à résoudre ces problèmes-là. Et les scientifiques sont allés vers eux, déjà par la cartographie avec des photos satellitaires, il y avait déjà les indices. Mais quand ils ont échangé avec eux, ils ont trouvé qu'ils avaient leur propre solution adaptée maintenant à la tradition qui donnait quand même un résultat. Ainsi qu'ils ont travaillé en synergie en combinant les méthodes scientifiques pour arriver maintenant au résultat, à la recherche participative qui fait que les villageois s'étaient appropriés maintenant les résultats de la recherche scientifique et s'étaient diffusés maintenant et vulgarisés. Donc voilà un peu d'une manière un peu générale que j'ai voulu ramasser parce que je suis sur le téléphone, je n'ai pas pu prendre note. Merci. Ok, donc, je vais réagir en même temps là pour permettre. Donc, encore une fois, merci, encore une fois de plus, merci pour les observations. Bon, c'est vrai que j'avais pas vraiment, je ne pouvais pas, il y a des éléments sur lesquels je suis passé dessus parce que j'ai pas évoqué ici, par exemple, quand on parlait de la distinction entre savoirs locaux, savoirs autochtones et tout ça, ça fait partie de ma revue de littérature. J'ai produit beaucoup de choses là-dessus là. Donc, j'ai fait vraiment la distinction entre les savoirs locaux, les savoirs autochtones qui sont vraiment propres aux populations, enfin, aux régions, enfin, par exemple aux Inuits ici, là, comme on dit, aux Amérindiens, enfin, enfin, aux autochtones aussi bien en Amérique, ici, au Canada, ici en Amérique latine, et puis
aux États-Unis. Donc, tu fais cette distinction-là nette entre les... Mais fondamentalement, ce que je retiens, c'est qu'en fait, ce sont des savoirs, si la définition opérationnelle que j'ai présentée, c'est que c'est des savoirs qui sont soit des savoirs pratiques, des savoirs symboliques, même des savoirs théoriques souvent. C'est les trois dimensions des savoirs locaux, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient autochtones, ben, qui permettent ou qui ont permis à des populations de développer leur résilience par rapport à des situations de famine, à des situations de maladie, à des situations, à toutes sortes de situations, en tout cas qui leur a permis de vivre pendant des années-là et qui continuent de vivre avec ça. Et donc, c'est ça. Mais dans la littérature, je peux vous rassurer que j'ai fait vraiment la distinction là. J'ai fait toute une revue de littérature là-dessus. Donc, bon, là, vous parlez bon, il y a d'autres observations. Bon, moi, je les prends, mais comme l'étude est en cours, il y a des choses qui vont certainement émerger aussi, hein, pour lesquelles que je n'aborde pas ici. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses qui vont encore émerger à travers l'analyse de mes données et puis souvent, et puis aussi bon, quelques lectures complémentaires que je vais faire pendant que je rédige. Donc, voilà. Mais bon, concernant la production scientifique globale, en Afrique, 1%, bon, il y en a qui parlent même de 2% et tout ça, de la production scientifique, enfin, de la part de la production scientifique, hein, de l'Afrique dans le monde. Mais ça aussi, je dois dire qu'il faut relativiser ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut relativiser. Parce qu'il y a beaucoup de revues, par exemple, en Afrique, là, qui sont connues nulle part. C'est des revues locales qui sont même pas sur Internet. Et il y a toute la production, la littérature grise, par exemple les thèses, ben, qui sont de la production scientifique, ce n'est connu nulle part, ce n'est pas dans les bases de données nulle part. Donc, il y a des projets il y a beaucoup de productions qui dorment dans les tiroirs. Donc, je pense que c'est 1% là, ou c'est 2%, c'est à relativiser, hein. Parce que et les bases dont on parle aussi, c'est des bases de gens Elsevier et toutes ces bases-là qui sont très fermées aussi à un certain type de production. Donc, il y a des choses qui sont faites en Afrique qui sont malheureusement pas connues. Et ça aussi, je pense il faut tenir compte de ça. Mais par rapport à ce que vous dites là, avec Open Access, maintenant, on peut publier et faire connaître ses connaissances. C'est en vogue maintenant, aujourd'hui. Et vous faites partie des CAMES. Il y a maintenant les entrepôts institutionnels où tout cela. C'est ainsi que vous pouvez exploiter cet aspect-là. Parce que maintenant, il y a les bases de données où vous pouvez quand même, par rapport à votre thématique, exploiter un peu pour savoir. Parce qu'effectivement, là, ça existe, la littérature, mais vous pouvez peut-être à partir de ce que vous avez comme déjà documentation là, et examiner cet aspect-là, de voir, parce que c'est les 1%, ça, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas une raison, parce qu'avec Open Access, nous publions parfois ailleurs, comme en international, on publie. Mais quand on parle de la production mondiale, effectivement, c'est sur base des statistiques disponibles. Mais par rapport, comme vous êtes au CAMES, qui presque gère toutes les institutions en Afrique, mais je crois que vous pouvez accéder aux bases de données pour explorer cet aspect-là sur le plan quantitatif, ne fût-ce que déterminer les taux des savoirs locaux dans les 1% là. Et ça peut donner quand même un peu l'idée pour comment d'autres peuvent, à partir de votre recherche, et aller plus loin. Ça, c'est seulement une proposition. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Un commentaire? Non, merci. Je suis satisfait. J'encourage les récipiendaires et je crois qu'on pourra garder contact parce que les CAMES gèrent toutes les institutions de recherche en Afrique comme il est là. Et puis, son domaine, c'est les sciences de documentation où par cette recherche, il peut quand même contribuer à résoudre les problèmes maintenant de ces recherches qui traînent dans les tiroirs pour créer peut-être un entrepôt au niveau du CAMES pour effectivement permettre à ce que toutes les études qui ne sont pas publiées puissent maintenant être déposées dans cet entrepôt-là et ça va permettre qu'on fasse aussi des recherches sur les plans quantitatifs et savoir exactement quelle est la contribution de l'Afrique dans la production du savoir au niveau mondial. Merci. Merci. Étienne, est-ce que tu aurais un commentaire?
Oui, bah, d'abord une remarque au professeur Ngeleka, j'ai bien aimé ce qu'il vient de dire. Et je serais certainement heureux qu'on ait votre adresse mail pour vous ajouter à notre listing. Je ne sais pas comment vous avez pu rentrer en contact avec nous, mais je pense que ce serait intéressant parce que vous avez prononcé des choses très intéressantes et ça rejoint les problèmes que nous avons régulièrement. Alors, je voudrais revenir sur cette histoire de 1% de littérature africaine. C'est vrai que je ne connais que la médecine et c'est toujours le chiffre qu'on avance. En gros, la littérature africaine médicale représente 1% de ce qui est publié dans le monde. Ça, c'est une réalité. Et comme vous l'avez bien expliqué, ça correspond à ce qui est référencé dans les bases de données internationales. Alors, Mm. la science ouverte résout en partie je ne dis pas qu'elle résout, mais elle devrait résoudre en partie ce problème, parce que quand on parle de science ouverte, on parle de deux choses. C'est l'accès à l'ensemble des publications et c'est également la possibilité de faire connaître l'ensemble des publications. C'est à double sens. Oui, oui. J'accède et je permets aux autres d'accéder à mes publications. Donc, Mhm. normalement, il est clair qu'il n'y a pas en Afrique 1% de production scientifique. Il y a beaucoup plus. Mais il faut que ces publications soient accessibles et accessibles sur des bases de données internationales ou au minimum sur des plateformes de publication. Et ça, c'est un réel problème et c'est le problème auquel on s'attache au niveau du GRISOF et dont on va débattre certainement lors d'un atelier qu'on organise les 30 et 31 mai prochains. D'ailleurs, euh, notre ami Zachary va y participer activement à ce niveau-là. Et ça, je crois que c'est très important parce que euh, bien sûr, là, on ne parle que de ce qui est écrit, de ce qui est publié. Mais il n'y a pas 1%, il y a beaucoup plus. Et il faut que ce soit connu et Oui, répertorié oui, oui, oui. clairement. Ça, c'est un travail fondamental. Euh, L'autre point, la question, moi, une question j'ai du mal à la formuler, c'est le problème de l'oralité. Comment, Zachary, peux-tu euh, tenir compte de ce qui est oral? Je n'ai pas bien compris ce phénomène. Dans certaines, dans certaines communautés, je pense par exemple la communauté Peul, l'oralité, c'est fondamental. Ok. Comment peux-tu euh, en tenir compte dans cette analyse de ce que tu as appelé la fabrication, l'attribution, l'appropriation des savoirs locaux? Ok. Merci beaucoup, Yves. Étienne, plutôt. En fait, la question de l'oralité est centrale. Bon, il y a un des concepts que j'ai évoqué dans mon cadrage théorique là qui s'appelle orature, ou, enfin, ou, Littérature. enfin, qui est un lien direct avec l'oralité, en fait, bah, qui permet de comprendre aussi comment les savoirs locaux se transmettent. Mais la question essentielle pour moi, c'est en fait, c'est comment, parce que je parle de médiation, c'est-à-dire, c'est comment, par exemple, le chercheur, lui, il approche cette communauté-là, comment il arrive à tirer les savoirs, Oui. même si, même si c'est les savoirs oraux, là, comment il arrive à tirer le meilleur de ces savoirs-là pour faire une production, pour l'intégrer dans son corpus scientifique, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment une approche, ça, au niveau des approches. Mais ça, je suis conscient de ça aussi, mais c'est le chercheur dans son rapport avec enfin, les savants locaux, si vous voulez, hein, ou mais je n'aborde pas la question de la transmission au niveau des communautés locales elles-mêmes. Non, dans mon travail, je ne l'aborde pas directement. Mais là, c'est comment le chercheur va en contact avec va au contact de la population, de ceux qui détiennent ou des personnes qui détiennent des savoirs locaux et comment il arrive bien sûr à les capter et puis à les intégrer dans le processus de diffusion, enfin de production de la connaissance pour en faire un savoir qui est accepté ou qui est intégré dans la connaissance scientifique. C'est ça. Mhm.
Moi, j'aimerais revenir sur les savoirs locaux, si vous permettez, Zachary, Oui. parce que peu importe où tu es, que tu sois en Amérique, que tu sois au Canada, que tu sois en Europe, on parle toujours de savoirs locaux. C'est les savoirs locaux canadiens, c'est les savoirs locaux européens, c'est les savoirs locaux, etc. Et donc, il y a cette asymétrie-là entre, je vais dire, les savoirs locaux provenant du Nord et les savoirs locaux provenant du Sud, parce que le Nord exige, à tort ou à raison, tu peux peut-être me répondre là-dessus, mais le Nord impose ses règles. Et donc, je suis en train de me demander à t'écouter s'il n'y aurait pas lieu de repenser ces règles-là pour le Sud. C'est-à-dire, une recherche qui est faite au Sud, doit-elle se faire de la même façon, avec les mêmes... Elle doit être de très haut niveau, ça c'est clair. Mais est-ce qu'elle doit utiliser la même, comment je dirais donc, est-ce qu'elle doit utiliser les mêmes outils pour en arriver à produire une recherche de très haut niveau à partir de savoirs locaux africains? Je ne sais pas si je suis clair ou si tu comprends ce que je veux dire. C'est très clair. Je me suis posé je me pose la même question aussi. Je me suis posé la même question aussi. Est-ce que mais c'est ça aussi le fond de l'affaire? Parce que est-ce que l'approche méthodologique ou l'approche que les chercheurs utilisent en Afrique pour produire de la connaissance, est-ce que ces approches sont adaptées, sont ouvertes? Parce que c'est une question que je pose dans mon travail. C'est pourquoi j'ai dit, dans quelle perspective épistémologique ils inscrivent ce processus de médiation? Est-ce que c'est des approches inclusives? Est-ce que c'est des approches purement normatives? C'est-à-dire, on connaît la science et l'éthos scientifique tel que défini par Merton, là, et le scepticisme, le doute, machin. Et, enfin, donc, ça, c'est vraiment la science purement normative qui laisse rien passer pratiquement. Parce que si est-ce que cette approche-là convient à la façon de produire la connaissance en Afrique? Ça, c'est une question à laquelle je tente d'apporter des éléments de réponse, mais c'est sûr que il y a un intérêt à c'est-à-dire à, à être ouvert d'esprit par rapport à l'approche qu'on a pour produire. Sinon, à la fin, on arrive à une forme, à une vraie invisibilisation des savoirs locaux. J'ai parlé, bon, j'ai évoqué même ce terme-là dans une discussion. J'ai dit, mais tout se passe comme si le processus universel de médiation contribue à une forme de double invisibilisation des savoirs locaux. Et je m'explique. Dans un premier temps, les savoirs locaux en eux-mêmes ne sont pas très connus. C'est-à-dire, c'est pas des choses, c'est comme des, je vais dans le circuit de la production de connaissances. Donc, bon, personne n'en parle, sauf ceux qui connaissent. Et puis après, l'université, dans son approche scientifique, il prend un savoir et puis après, il va étudier. Il dit, bon, OK, ça c'est intéressant. On a dit telle plante soigne. Bon, moi j'étudie, OK, peut-être c'est pertinent. Donc, il va en parler dans son truc parce qu'il dit, ah, mais cette plante-là qu'on a trouvée effectivement, ou ce remède qu'on a proposé, ça marche parce qu'il suffit que juste je l'analyse et que je fasse mes tests au laboratoire et tout ça. Apparemment, c'est bon. Il va en parler, il dit, ah, mais moi j'ai identifié ces connaissances-là à partir de telle plante qui m'a été suggérée par, ainsi de suite. Donc, ce savoir-là, par exemple, qui a été répertorié comme tel, là, on peut en parler encore. Mais si il arrive à la conclusion, par exemple, que lui il n'arrive pas à comprendre, il dit, OK, ça, c'est vraiment des choses qui ne sont pas correctes là, et ça n'apporte pas grand-chose à ma connaissance. Donc, par exemple, ce savoir-là qui n'est pas passé par le filtre de la recherche universitaire, il est à jamais perdu. C'est-à-dire, enfin, je veux dire à jamais perdu, il ne sera jamais visible. Donc, c'est fini. Donc, d'où effectivement la question de voir est-ce que on continue de faire la science comme on l'a fait? Est-ce que on essaie d'être assez souple sans remettre les choses en cause, mais est-ce qu'on essaie d'être assez attentif? Par exemple, des méthodes comme par exemple les méthodes participatives, la recherche-action, c'est des méthodes qui sont plus ou moins ouvertes et qui permettent aux chercheurs d'intégrer vraiment des connaissances, des pratiques, afin de les passer quand même au filtre de son dispositif de recherche. Donc, je pense que ça, c'est une question pertinente et qui, ben, j'essaie de répondre, mais je ne sais pas si j'ai la réponse. Je vais donner peut-être des indications dans mon travail à la fin, mais bon, voilà.
Je voulais placer un mot là, juste par rapport à ce que Zachary vient de dire. Bon, les outils scientifiques, la démarche scientifique, elle est universelle. Alors, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de sciences africaines ou américaines. Ça dépend du chercheur et ce qu'il fait. Avec le cas de Covid, par exemple, et il y a eu en Afrique, parce qu'il était question par rapport aux symptômes, il n'y avait pas de médicaments. Il y a eu les gens qui ont utilisé les plantes et qui ont pu donner des résultats par rapport aux symptômes. Alors, les scientifiques sont allés maintenant vers les tradis praticiens qui maintenant, pour voir qu'est-ce qu'ils utilisaient comme plante, pour savoir quels étaient les principes actifs qui étaient tout ça. À partir de beaucoup de résultats qui ont pu donner quand même des réponses un peu satisfaisantes aux gens. C'est pourquoi vous avez suivi en Afrique, on n'accepte pas les problèmes des vaccins. Et les scientifiques sont partis à partir des tradis praticiens pour mener maintenant des recherches avec des méthodes scientifiques et découvrir maintenant ce qui faisait que la réponse était positive. Alors, c'est pour dire que quand on est chercheur, on doit toujours procéder par la démarche scientifique. C'est ce qui fait que sur le plan épistémologique, on peut aller dans des conférences et voir comment on peut améliorer, ouvrir d'autres champs de recherche et aussi et chercher à mettre sur point d'autres outils qui peuvent peut-être répondre. Mais c'est un problème réel qui fait que nous, en Afrique, en tant que chercheurs, nous devons aussi aller vers les gens qui utilisent, parce qu'effectivement, comme le professeur venait de le dire là, la plupart des connaissances, c'est des pères en fils, et c'est resté à l'oral, et vous trouvez quelqu'un vient avec une maladie, il faudrait que ce soit quelqu'un qui connaît ces choses-là, ce n'est pas écrit. Or, peut-être les anthropologues, tout ça, ils peuvent, par leurs approches, arriver à pouvoir maintenant gagner la confiance et produire maintenant les savoirs scientifiques en utilisant les démarches des anthropologues. Tout ça, c'est ce qui fait que nous devons maintenant, juste pour rejoindre Zachary, et la médiation maintenant entre ces savoirs-là demande qu'on travaille en synergie, que l'université ne puisse pas fonctionner en marge, surtout de sa société, nous qui sommes en Afrique. C'est pour cela que nous devons toujours, effectivement, la recherche participative, associer ces gens-là, savoir leur démarche, essayer un peu de voir avec la démarche scientifique pour arriver à produire maintenant un savoir qui peut être aussi exploité par l'université. Donc, c'est ce que je voulais juste dire, que c'est un travail que nous, les chercheurs en Afrique, nous devons aussi un peu approfondir en sollicitant aussi l'apport de nos collègues du Nord, voulais-je dire. OK, c'est ce que je voulais dire justement. Merci. Le temps file. Je pense que nous allons devoir passer la parole à Étienne pour le mot de la fin, sauf si quelqu'un a d'autres commentaires. J'ai vu une main levée, Dominique, ou c'est... Je pense que c'est une main levée qui date d'un certain temps. C'est monsieur Jeleka. OK. Donc, c'est sa main qui est levée depuis un certain temps. Étienne, le mot de la fin, s'il vous plaît. Écoute, d'abord, merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos adresses mail qu'on vous ajoute à notre listing. Je pense en particulier pour l'atelier que nous aurons les 30 et 31 mai prochains sur la science ouverte. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. OK, merci. La prochaine manifestation, c'est donc les 30 et 31 mai, ce que je viens de dire, pour cet atelier concernant la science ouverte, les différents problèmes que ça pose en médecine, bien sûr, enfin en santé tout au moins, mais ça intéresse aussi l'ensemble de l'université, puisqu'on parlera des revues, de la qualité des articles, la qualité, la publication, les problèmes de la publication et tous les problèmes inhérents à la science ouverte. Ce sera essentiellement un atelier pratique. Alors, pour ce qui concerne les conférences, nous aurons donc cet atelier les 30 et 31 mai. Nous n'aurons pas d'autres conférences au mois de mai.
La prochaine conférence, la suivante, ce sera le jeudi 6 juin, c'est-à-dire dans 4 semaines, plus de 4 semaines. Et elle sera, ce sera une conférence du professeur Ihsan Mamouchi de l'Université internationale de Rabat. C'est une professeure de rhumatologie et une épidémiologiste. Elle nous fera un exposé d'épidémiologie clinique, méthodologie de recherche des revues systématiques de la littérature. Et au mois de juin, on aura donc cette première conférence, on en aura une deuxième une semaine plus tard, le jeudi 13 juin, professeur Violaine Lemay, professeur de la faculté de droit de l'Université de Montréal, chercheuse au Centre de recherche en droit public, qui nous fera un exposé sur l'évaluation des publications par les pairs. Ça rejoint un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Et une semaine plus tard encore, le jeudi 20 juin, Candan Isel, qui a un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, qui est un chercheur de l'Université de Montréal, nous fera un exposé sur la pharmacogénétique en pratique clinique. Où en sommes-nous et où allons-nous? Et Candan terminera de ce fait les différentes conférences pour cette année universitaire 2023-2024 et nous reprendrons début septembre. Voilà, eh bien écoutez, merci à tous. Merci en premier lieu, bien sûr, à Zachary qui nous a fait un excellent exposé. Pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses et nous espérons, donc nous vous donnons rendez-vous les 30 et 31 mai prochains. OK. Merci. Merci à tous. Merci. 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 Merci à tous. Merci.